Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. C'est un fait divers hors norme qu'on a déjà évoqué dans Code Source il y a quelques semaines. En juillet 2020, une tentative d'assassinat en région parisienne a permis de démanteler une mystérieuse officine criminelle. Depuis notre épisode du 10 février sur le sujet, l'enquête a avancé, le Parisien s'est procuré de nouveaux éléments et c'est pour ça que nous avons choisi de raconter une nouvelle fois cette affaire avec des précisions supplémentaires et avec un autre point de vue. Récit de Timothée Boutry du service police-justice du Parisien. Timothée Boutry, le point de départ de cette affaire, c'est une mystérieuse tentative de meurtre le 24 juillet 2020 à Créteil, dans le Val-de-Marne, impliquant des militaires de la DGSE, les services secrets. Tout part d'un homme qui va déposer son fils à la crèche et qui est intrigué de découvrir au mois de juillet 2 hommes avec des gants dans une voiture. Il se dit que ça correspond pas au climat et c'est pas une tenue appropriée. Donc il alerte les services de police qui se rendent sur place, qui contrôlent les passagers de cette voiture et qui découvrent qu'ils sont armés, qu'il y a un pistolet avec une balle qui est chambrée et d'emblée ils indiquent qu'ils travaillent à la DGSE et qu'ils sont là pour remplir un contrat, une mission officielle de la DGSE. Et ils étaient là pour tuer une coach d'entreprise. Oui, Marie-Hélène Dini, qui a monté son entreprise de coaching, qui est prospère, qui a aussi monté un syndicat du coaching. C'est une chef d'entreprise dynamique dont les affaires sont florissantes. D'emblée, on se pose la question de savoir, mais pourquoi veulent-ils s'en prendre à cette personne ? Une dizaine de suspects vont être interpellés dans les semaines et les mois qui suivent. L'un d'entre eux, un certain Sébastien L, écrit de sa cellule le 25 janvier à la juge d'instruction chargée de l'enquête. Oui, parce que Sébastien L est déjà en détention provisoire parce qu'il a été arrêté assez vite après le projet avorté d'assassinat de Marie-Hélène Dini. Alors qu'est-ce qu'il écrit à la juge ? Alors là, il lui dit qu'il veut lui parler, qu'il a des révélations à lui faire. Sébastien est reçu dans le bureau de la juge à Paris le mardi 2 mars. Avant d'aller plus loin, qui est cet homme ? Alors c'est un homme qui est assez jeune, qui a 31 ans, c'est un spécialiste de la sécurité privée. Il a grandi en Auvergne, dans le Puy-de-Dôme, et il a notamment féru d'arts martiaux. Qu'est-ce que l'on sait de son parcours ? On sait qu'il a tenté le concours de gardien de la paix et qu'il a échoué. Ensuite, il a basculé dans la sécurité privée et plus précisément dans la protection rapprochée. C'était vraiment ça qu'il avait envie de faire. Quand il a 21 ans, en 2011, avec son BTS en poche, il veut devenir agent de protection rapprochée, effectivement. Il fait des cartes de visite et il les distribue. Oui, il les distribue à plusieurs personnes, notamment un de ses amis qui est policier. De fil en aiguille, cette carte va circuler et atterrir entre les mains d'un homme qui va vraiment changer sa vie. Cet homme, c'est un certain Daniel B. Il le rencontre à Paris au printemps 2012 et il en garde un souvenir précis de cette rencontre. Oui, il se souvient que le rendez-vous a été pris au restaurant Subway près de la gare Saint-Lazare. Il se souvient notamment que son interlocuteur a pris un coca et lui un iced tea. Qui est ce Daniel B ? Alors Daniel B, c'est un ancien policier des services de renseignement de la DCRI qui est devenue la DGSI. À l'époque où il rencontre Sébastien L, il est à la retraite. Mais manifestement, il ne donne pas ce détail à Sébastien L. En tout cas, il a travaillé très 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 longtemps pour les services de renseignement et il a continué à avoir des missions dans ce domaine-là puisqu'il est expert auprès de l'ONU sur les questions d'intelligence économique. Donc il continue à naviguer dans ce secteur-là. C'est un homme qui est âgé d'une 60aine d'années. Qu'est-ce qu'il demande à Sébastien ? En fait, il va en quelque sorte embaucher Sébastien. Il lui demande de devenir une source, ce qui ne veut pas dire grand-chose. On n'est pas aux frontières de l'indic, voilà. Mais en tout cas, il lui demande de travailler de manière officieuse pour lui et de remplir des missions de renseignement pour lui. Sébastien L commence donc à faire des missions pour cet homme. Oui, alors il explique que la première tâche qu'on lui confie, c'est de surveiller un dignitaire asiatique qui est en visite à Paris. Officiellement, il sera là pour le protéger et officieusement, il sera là pour rapporter à Daniel B des informations sur qui il rencontre, où il se déplace. En 2016, Sébastien est chargé de surveiller le maire de la commune de Saint-Maur-des-Fossés, dans le Val-de-Marne.
Oui, c'est une des missions que lui confie Daniel B. Il est persuadé qu'il agit pour le compte des services de renseignement et qu'il s'agit d'une mission qu'il appelle hors cadre ou ultra secrète. C'est comme ça qu'on lui a présenté. Et donc, il va expliquer qu'effectivement, il a surveillé Sylvain Berrios, le maire de Saint-Maur-des-Fossés. Il va aussi s'en prendre physiquement à un adjoint au maire de Saint-Maur-des-Fossés. On sait que cet adjoint au maire, conseiller départemental, a bel et bien été agressé chez lui, dans son jardin, alors que son épouse enceinte est à l'étage. Cette agression, elle avait été racontée dans le Parisien à l'époque, et depuis c'était un mystère. On ne savait pas qui en étaient les auteurs, et ni le pourquoi de cette agression. Alors là, Sébastien raconte que c'est lui, qui fait partie des 2 agresseurs, qui ont molesté l'adjoint, et lui ont dit maintenant tu arrêtes, c'est fini, tu recommences plus, quoi. Voilà. À l'époque, il ne sait pas du tout pourquoi il fait ça, et on lui présente toujours ça comme étant une mission officieuse pour les services de renseignement. Timothée Boutry, pendant son audition face à la juge, Sébastien reconnaît des faits encore plus graves. En fait, donc pendant plusieurs années, Sébastien va travailler pour Daniel B. Et il va raconter qu'il a effectué des missions de surveillance, des agressions et qu'il a également participé à un homicide. Cela s'est passé à l'automne 2018, à Levallois-Perret, dans les Hauts-de-Seine. La victime s'appelle Laurent Pasquali. C'est un homme qui est un pilote de course émérite, amateur, mais qui a un très bon niveau et bien connu dans le domaine des courses, et qui donc disparaît au mois de novembre 2018. Ses proches signalent sa disparition. Il y a une enquête pour disparition inquiétante qui est ouverte. L'enquête patine, ne débouche sur rien, et Laurent Pasquali ne réapparaît pas. Alors que raconte Sébastien à la juge? Qu'est-ce qu'il a fait lui? Alors il raconte que Daniel B. lui a demandé de s'en prendre à lui. Il donne le nom d'un complice présumé, lequel a été lui aussi mis en examen et écroué, et il conteste totalement sa participation, je le précise. Sébastien il explique qu'avec cet ami, ils ont surveillé Laurent Pasquali pendant un moment, qu'ils avaient du mal à saisir son emploi du temps, et que finalement ils ont réussi à le fixer. Ils ont décidé de s'en prendre à lui dans son garage souterrain de sa résidence privée à Levallois-Perret. Il explique avoir lui-même nettoyé la scène de crime juste après. Il explique que c'est son complice qui a tiré et que il a ramassé une douille et qu'il y avait un petit peu de sang par terre parce que les habits ont épongé la quasi-totalité du sang, mais qu'il restait des traces, et qu'avec du sopalin, il a nettoyé la scène de crime. Que font ensuite les 2 hommes? Alors il explique qu'ils prennent la route et qu'ils vont d'abord se débarrasser de l'arme au niveau du bois de Boulogne, qu'ils vont l'enterrer, et ensuite qu'ils vont prendre la direction de l'Auvergne et qu'ils vont passer chez les parents de Sébastien L, chez ses propres parents, pour récupérer pelle et pioche, et qu'ensuite, un peu au hasard, ils vont prendre un chemin, arriver dans un bois où ils vont creuser et laisser la dépouille de Laurent Pasquali. On sait que Sébastien va prendre une photo qu'il va envoyer à Daniel B comme preuve en disant voilà, il est bel et bien mort et on l'a enterré. Il est enterré dans un bois en Haute-Loire. Daniel, son officier traitant, lui avait donné des consignes très claires. Oui, il lui avait dit il faut que ça passe pour un accident, il faut s'en débarrasser. En gros, il lui dit pas de corps, pas d'enquête. Et c'est exactement ce qui se passait. Enfin, il y avait une enquête, mais qui ne débouchait sur rien du tout. Donc ça a marché pendant des mois. Quasiment un an après cet assassinat, un promeneur dans ce bois de Haute-Loire découvre des ossements. Ces ossements vont être analysés et vont permettre d'identifier Laurent Pasquali, en fait. Alors là, l'enquête qui était ouverte à Nanterre pour disparition inquiétante devient une enquête pour enlèvement et séquestration suivie de mort, puisque évidemment il a été manifestement tué, et il a fallu cette tentative d'assassinat sur Marie-Hélène Digny et les nombreux rebondissements de l'enquête pour aboutir à la résolution a priori, bien entendu, de l'assassinat de Laurent Pasquali. Avec le recul, aujourd'hui, on sait pourquoi ce pilote de course, de rallye, a été tué? Aujourd'hui, on ne sait pas précisément pourquoi il a été tué. Aucun commanditaire n'a été mis en cause. La piste privilégiée est sans doute une histoire de dette, une histoire d'argent. Sébastien affirme qu'il n'était pas le tireur, il met donc en cause l'un de ses amis. En revanche, il reconnaît sa participation au crime. Il est comment face à la juge quand il raconte tout ça? De ce qu'on comprend, il a envie de vider son sac, en fait. Il dit, voilà, l'enquête a montré que j'avais été manipulé, qu'en fait, je n'agissais pas du tout pour le compte des services de renseignement, et donc je vais tout vous raconter. À plusieurs reprises, il pleure. À travers son procès-verbal, on a l'impression d'une démarche de confession, qu'il a envie de dire ce qu'il a sur le cœur. En 2019, l'année où le corps de Laurent Pasquali a été retrouvé, Sébastien commence une autre mission de surveillance.
Oui, là encore, toujours sous la houlette de Daniel B. Son nouveau contrat, c'est Marie-Hélène Digny, donc cette fameuse coach en entreprise. Voilà, il lui demande de la surveiller, de voir où elle habite, d'essayer d'amasser des renseignements sur elle. Est-ce que Daniel B., l'ancien policier des renseignements intérieurs, lui dit pourquoi il doit surveiller Marie-Hélène Digny? Il lui présente Marie-Hélène Digny comme une espionne du Mossad, le service de renseignement israélien, toujours dans cette idée de surveillance et de mission officieuse pour les services français. Ce que voit Sébastien L ne colle pas tout à fait avec l'image d'une espionne. Oui, il est assez surpris parce qu'il se rend compte que l'adresse de Marie-Hélène Digny est accessible sur Internet, qu'il n'y a aucun système de protection autour de sa maison, il n'y a manifestement aucune filature ou contre-filature. Donc il se dit, bon, quand même, pour une espionne soi-disant de haut rang, c'est assez curieux, elle est très très accessible et très vulnérable. Et il va s'en prendre à elle. Ça fait partie des missions qu'on lui donne. Il s'agit d'agresser cette femme et de lui voler son ordinateur, ce qu'il va faire. Là encore, il incrimine l'ami avec lequel il aurait tué Laurent Pascoli. Il faut préciser que cet homme-là conteste toute participation au fait. Mais en tout cas, Marie-Hélène Digny a effectivement été agressée en octobre 2019. Ça s'est avéré, elle avait porté plainte à l'époque. Et donc là, Sébastien L reconnaît que c'est lui qui avait participé à cette agression. Ce qui était au départ une mission de surveillance va se transformer donc en agression, puis en projet d'élimination qui va être délégué à 2 autres hommes, 2 militaires de la DGSE, mais pas dégradés. Ce sont 2 soldats de la DGSE qui travaillent sur la base de Sercotte dans le Loiret. Qu'est-ce qu'ils font dans cette base? Ils font de la surveillance, ils sont rattachés au gardiennage du site. C'est donc à eux que l'élimination de Marie-Hélène Digny est confiée et ils vont faire preuve d'amateurisme. Oui, puisqu'ils vont expliquer qu'ils ont envisagé plusieurs hypothèses pour s'en prendre à elle. Un faux accident de voiture, soit même l'empoisonner avec du laurier rose. Finalement, c'est la bonne vieille technique de l'exécution par balle qui avait été retenue, mais teintée d'un réel amateurisme, puisque les 2 hommes avaient fabriqué un silencieux à partir d'un emballage de compote de pommes. Et le jour J, le 24 juillet 2020, Timothée Boutry, vous l'avez dit, ils étaient vêtus de manteaux et de gants alors qu'il faisait chaud ce jour-là. C'est donc comme ça qu'ils ont été repérés puis arrêtés. Et c'est ainsi que le réseau est tombé et que le commanditaire présumé de cette tentative d'assassinat a été interpellé. C'est un certain Jean-Luc. Qu'est-ce qu'on sait de ce Jean-Luc ? Alors ce Jean-Luc, en fait, c'est un rival professionnel de Marie-Hélène Digny. C'est un homme qui a aussi monté une société de coaching, donc c'est un concurrent. Alors c'est vrai que dès le départ, quand elle était entendue, Marie-Hélène Digny dit oui, parmi les gens avec qui je m'entends pas trop, il y a ce Jean-Luc. Elle avait eu une discussion avec lui, il lui avait dit ah mais si c'est comme ça va pas se passer comme ça. Et elle pensait que c'était uniquement professionnel, mais elle jamais imaginé que ça puisse déboucher sur cette tentative assez incroyable d'assassinat. Pourquoi est-ce que cet homme en voulait autant à Marie-Hélène Digny ? Il reprochait à Marie-Hélène Digny de vouloir réguler la profession, notamment par la création d'un syndicat. Et à travers cette volonté de régulation, il y avait une histoire de référencement et lui craignait de ne pas être très bien référencé et donc, in fine, de perdre de la clientèle. Donc on est vraiment sur une logique totalement professionnelle. Quand les enquêteurs perquisitionnent sa maison à Valençol, dans les Alpes de Haute-Provence, ils découvrent qu'il était survivaliste, qu'il se préparait à la fin du monde, ou en tout cas à tenir un siège. Oui, ils vont découvrir qu'il y avait quantité de bidons scellés avec des plats de pâtes préparés, beaucoup d'eau et que, comme livre de chevet, il avait le guide du survivaliste. Ce Jean-Luc était coach d'entreprise et il a bien réussi puisque sa société employait une trentaine de personnes, qu'il se versait chaque mois 16 000 €. Est-ce qu'on sait quel est le lien entre Jean-Luc et le retraité de la DCRI, Daniel B ? Le lien, c'est une loge maçonnique, la loge Athanor dans les Hauts-de-Seine. On va se rendre compte qu'au sein de cette loge, s'était constituée une officine privée d'exécution de contrats en tout genre, de surveillance, d'agression et d'assassinat et tentative d'assassinat, et que en fait, il y a un homme dont on n'a pas parlé qui s'appelle Frédéric V, qui était un des responsables de cette loge, qui reçoit entre guillemets le contrat
Jean-Luc et qu'il le sous-traite ensuite à Daniel B, son ami qui était policier au service de renseignement. Donc là, on a déjà un réseau de commandites. Et donc Daniel B en parle à Sébastien L, son agent traitant, qui lui-même va recruter les soldats de la DGSE. Et voilà, tout ça en cascade, et à aucun moment personne ne dit « Oh là, stop, on arrête ». Et que, heureusement, cette tentative d'assassinat va échouer grâce à l'amateurisme des 2 soldats de la DGSE qui avaient été recrutés, qui se sont fait arrêter quasiment en flagrant délit. Jean-Luc, Daniel et donc ce Frédéric font partie de la même loge maçonnique, la loge Athanor, qui a été dissoute depuis. En gros, dans cette affaire, il y a les donneurs d'ordre, membres de cette loge, et les exécutants qui n'en font pas partie, c'est ça ? Tout transite via les anciens responsables de cette loge, et ensuite les contrats sont dispatchés aux exécutants. Timothée Boutry, le mardi 2 mars, l'audition de Sébastien a duré plus de 5 heures et il a donné un autre élément troublant à la juge d'instruction. Oui, en toute fin d'audition, Sébastien L raconte que Daniel B lui a confessé avoir participé à un autre assassinat. Il dit « un homme est mort ». Voilà, il n'en dit pas beaucoup plus, il ne donne pas d'identité, il ne donne pas de lieu, il ne donne pas les circonstances, il dit juste que c'est un petit groupe qui s'était constitué pour s'en prendre à cette personne. Et donc, selon Sébastien L, en plus de Laurent Pasquali, cette officine aurait donc fait une autre victime. Cette affaire en est encore au stade de l'instruction. Toutes les personnes dont on vient de parler sont présumées innocentes. Merci à Timothée Boutry. Cet épisode a été produit par Thibault Lambert et Raphaël Thomas. Réalisation Julien Moncouquiol. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcast ou Google Podcast par exemple. N'hésitez pas à nous écrire codesource@leparisien.fr. Et puis si vous aimez Code Source, dites-le nous en laissant des petites étoiles ou un commentaire sur votre appli préférée.